Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic. Vous en voulez à la which terre makes entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans le nouveau podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du framework Spring Boot. On va commencer par faire une présentation générale du framework et puis on s'intéressera un peu plus en détail aux différents modules qui sont sympas à utiliser pour les projets web. Alors pour parler du sujet aujourd'hui, j'ai avec moi la plus grande équipe de podcasteurs qu'on ait jamais eu autour de cette table. On est 6. Enfin 6 et C'est plus grande, 1. grande par le nombre. Oui, on parle de nombre. C'est déjà ça. Du coup, parmi les habitués, on compte, vous l'aurez sûrement reconnu, Philippe. Bonjour. Il y a Arthur. Bonjour. On a aussi Romain qui avait fait un podcast il y a pas longtemps avec nous. Salut. Et on a des petits nouveaux qui sont là. Donc on a Antoine, Bonjour. surnommé Toinou, il tenait absolument à ce que je le dise. Et on a aussi Nathan. Salut. Donc bienvenue à tous. Pour commencer, traditionnellement, on va poser les bases. Je l'ai bien dit là. Ah, super. Philippe, je vais te laisser commencer du coup. Spring Boot, qu'est-ce que c'est ? Alors Spring Boot, c'est un framework qui permet de concevoir des applications web, essentiellement des applications de type API. Et la grosse différence avec ce que vous pouvez connaître chez Spring, c'est que c'est capable d'être tout standalone et d'être booté facilement. L'objectif, c'est d'avoir le framework minimum pour lancer une petite API, pour lancer un petit développement. Ok, parce que, niveau historique, comment est-ce que ça s'est construit finalement ? Parce qu'il y a eu Spring avant Spring Boot. Nous vivons tous un moment historique. Alors ouais, historiquement, quand on faisait du développement en Java, on commençait à instancier des gros serveurs, on commençait à faire des frameworks qui étaient assez compliqués avec tout ce qui tournait autour de J2E. Et est venu Spring, qui est lui la même chose qu'en J2E, mais en plus léger, si je puis dire, avec tout un tas de modules. L'idée, c'est d'avoir une conception très très modulaire pour construire des applications, mais c'était plutôt des applications de type MVC qui étaient construites. Et avec toute l'émergence du cloud et le fait que maintenant on divise la partie front de la partie back, est apparu le besoin de créer des API plus légères. Et c'est dans ce cadre-là que Spring Boot a été inventé. D'accord. Donc Spring Boot, ce n'est ni plus ni moins qu'un ensemble et un packaging des modules que vous retrouvez déjà sur Spring qui permet de faire ce genre de choses. Et l'objectif du coup principal de Spring Boot, ça va être de simplifier, Alors, en tout cas d'organiser. Ouais, l'objectif de tout le framework de développement, c'est à la fois d'organiser le code et la manière de faire, d'optimiser les performances, le chargement, l'efficacité, tout dans l'espèce d'un conteneur le plus minimum possible. C'est-à-dire qu'avec un projet Spring Boot, en ligne de commande, vous avez déjà un serveur up and running qui est capable de répondre à des appels REST. Ok. Et quelles sont du coup les grandes possibilités de ce framework ? Enfin, notamment par rapport à J2E, je ne sais pas s'il y a des grandes différences. C'est difficile de comparer deux frameworks qui ont des portées un peu différentes. J2E, vous êtes vraiment sur de l'application d'entreprise très lourde avec un serveur, avec un conteneur de JB, avec tout ce qui pourrait tourner autour de cette technologie-là. Dans Spring Boot, vous avez plutôt un truc qui est orienté API web, donc très très léger, très très modulaire et assez performant. Ce qui n'est pas vraiment l'objectif de J2E à la base. Même si J2E fait des efforts pour aller vers ce concept-là. L'idée d'un Spring Boot, c'est d'avoir quelque chose qui fait même pas, alors je sais plus, la dernière fois que j'ai fait une formation, j'ai regardé, mais ça fait même pas quelques dizaines de mégas de RAM et que ça va vous faire un serveur web directement comme ça. Ok, ouais, c'est tout léger. On a même la possibilité maintenant, Camille, d'avoir un exe en sortie qui peut être exécuté sous Windows juste en 2 clics et d'avoir un serveur qui au lieu d'avoir, il faut forcément, je crois que la jar est comprise dans on peut packager le jar avec le serveur, l'exé, le je crois. serveur. Et du coup, on peut avoir un exe qu'on peut envoyer à n'importe qui peut lancer un serveur web ou même pour tester plus rapidement qu'avant il fallait avoir la bonne jar, etc. Du coup, on monte un projet super super facilement. rapide. Quoi. Ça va, c'est rapide. Ouais. Et du coup, pour quel type de projet est-ce qu'on va plutôt utiliser Spring Boot ? Alors, aujourd'hui, c'est quasiment exclusivement utilisé pour créer des API. Donc, une API de n'importe quel projet web, on peut utiliser Spring Boot. Voilà. Ça vient directement en concurrence d'autres frameworks de type .NET Core ou ce genre de choses, où ça peut venir en concurrence de Symfony, même si Symfony en PHP n'est pas tout à fait le même périmètre, parce que Symfony fait d'autres choses, ou ça peut venir en comparaison d'un Django ou ce genre de choses. D'accord. Ou un Node.js, si on compare. Ouais. Même si, encore une fois, c'est difficile de comparer des périmètres qui sont pas complètement équivalents, mais c'est le principe, c'est de fournir une API assez rapidement, sécurisée, pour faire du développement. D'accord. Et si on rentre un peu donc maintenant qu'on a fait un grand tour d'horizon, si on rentre un peu plus dans le côté technique, de quoi est composée l'architecture générale de Spring Boot ? Comment c'est composé ? Comment ça marche ? Alors, Spring Boot, le principe général, c'est quand même d'avoir la capacité de faire un serveur web. Donc ça va tout tourner autour d'un serveur web.
D'accord. Quand on dit serveur web, c'est un conteneur de servlet qui est capable d'exécuter des requêtes HTTP. D'accord. Et derrière ça, vous allez adjoindre à ça des modules complémentaires qui font tout ce que vous pouvez rêver, qui font du traitement REST, qui vont faire du traitement de base, du traitement de serveur de mail, du traitement de... On va en parler là. De On va faire tout un peu de module détail. essentiel, sachant que vous pouvez taper dans l'infinité des modules Spring et derrière dans la grande puissance de tout ce qui est Java. Donc tout est rétro-compatible évidemment ensemble. Ok. Et donc ouais, c'est quelque chose d'assez modulaire. Comment, avant qu'on arrive et qu'on parle un peu plus d'une sélection de modules qu'on a fait, comment est-ce qu'on démarre un projet Spring Boot ? Finalement, c'est quelques clics. Il y a des générateurs sur internet, sur springboot.com, où on peut dire quelle version de Java on veut, si on veut des modules de base, et on a juste à faire générer, t'envoies un zip et t'as directement... Et c'est parti, quoi. Et c'est parti. Tu Magique. peux même partir sans module, partir avec tous les modules que tu veux. Et il y a un générateur sur internet. Derrière, généralement, ça se base sur un fichier Gradle ou Maven, et du coup, derrière, ça vous télécharge toutes les librairies, et vous avez juste à lancer. Si vous avez un IntelliJ, ça fait tout seul, quoi. Ouais. Okay. Et vous faites comment pour faire le choix de modules ? En fait, il faut vraiment choisir ces modules dès le départ, avant de démarrer le projet, ou est-ce que finalement, on peut les ajouter petit à petit en fonction de ce qu'on a à faire, des nouvelles specs qui arrivent ? Non, je pense que c'est la plus grande force de Spring Boot, c'est que c'est vraiment des briques qu'on peut rajouter les unes par-dessus les autres. Les configurations sont des fichiers Java qui sont totalement différentes les unes des autres, et on peut juste à n'importe quel moment du projet créer une classe config qui sera automatiquement trouvée, on va dire, par Spring Boot, et qui va tout configurer tout seul et rajouter la brique WebSocket par-dessus, Spring Batch, envoi de mail. Okay. Et donc ça, la grande puissance, c'est qu'on peut partir avec rien, et au fur et à mesure, tiens, j'ai besoin d'un envoi de mail, paf, on télécharge l'envoi de mail. Ajouter petit à petit et c'est parti. Donc les différents modules. Ok. Bah, du coup, en parlant de modules, on va rentrer un petit peu du coup dans le détail et vous présenter quelques modules qu'on utilise, enfin en tout cas que vous utilisez et qu'on a déjà utilisé du coup dans des projets. Du coup, on va parler par exemple on va commencer par le premier, c'est REST Controller. Nathan, je vais te laisser faire une petite présentation, me dire un petit peu qu'est-ce que c'est et comment ça s'utilise. Du coup, le REST Controller, c'est un module intégré à Spring et qu'on peut facilement utiliser dans Spring Boot. Il va nous permettre d'avoir une interface pour créer des contrôleurs et permettre de générer des endpoints sur notre API. Donc, il propose plein d'outils permettant de directement créer des routes POS ou permettre d'intégrer directement des outils tels que Swagger qui va nous permettre de directement documenter notre API assez facilement. Et REST Controller, c'est quelque chose qui est installé, que vous installez systématiquement dans vos projets ? Bah, dès qu'on veut faire une API, c'est sûr qu'on a besoin de endpoint, donc du coup, on va passer sur des REST controllers. D'accord. Et ok. Qui REST controller étant de contrôleur qui peut permettre de faire du web service en SOAP si on a besoin. D'accord, ça marche. Du coup, systématiquement, quand vous ouvrez le projet, REST Ouais, Controller... je sais même pas si c'est pas par défaut. Bah, en fait, je pense le- que quand on prend des skeletons de Gradle de type web, du coup, je pense que ça a déjà tout dedans. Ouais, c'est Web Starter et dedans il doit y avoir le REST Controller, le Security et 2-3 trucs comme ça par défaut. Bah, de toute façon, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, à partir du moment où on a besoin de faire une API web, on a besoin d'avoir des endpoints sur lesquels taper, on a besoin du REST Controller, donc on le met de base sur l'application. D'accord. Et si on passe du coup donc à un autre module que vous utilisez peut-être aussi, l'authentification. Il y a... tu fais non de la tête, Antoine, tu utilises jamais ça. Qui l'a déjà utilisé du coup ce module-là Moi, j'ai déjà utilisé, c'est un peu magique et en même temps très compliqué parce qu'en gros, ça va automatiquement passer. En fait, le plus gros problème de Spring Boot, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes noires qui sont pas vraiment des boîtes noires parce qu'on peut tout décompiler, on peut tout voir le code, mais en fait, ça passe par vraiment beaucoup de couches différentes. Ce qui fait que des fois on comprend pas trop ce qui se passe, ça passe pour débugger, c'est un peu compliqué. Même si, comme je le disais, tout le code est visible, puisque maintenant avec IntelliJ et tout, on peut facilement voir tout le code. Et il est pas très commenté, mais disons qu'il est lisible. Mais oui, authentification, en fait, il passe dans toutes les couches de Spring. Et en fait, on a une fonction authentification. On a juste à dire quel type d'authentification c'est, et il récupère automatiquement en fonction si c'est du LDAP, si c'est par rapport à une base de données, si c'est un OpenID. Et donc ça peut être, simple à mettre en place si on sait ce qu'on fait. Parce que, comme je disais, ça peut être, avec le nombre de couches qu'on a dans Spring... Disons qu'aujourd'hui, si on respecte les standards d'authentification de type
ou O2, que ça soit OpenID ou du SAML, vous avez directement dans le framework la capacité de le faire en natif, et du coup c'est que du paramétrage et c'est pas du code. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu magique pour des gens qui sont pas forcément initiés au développement en sécurité. Mais comme c'est des sujets qui sont très compliqués, la sécurité, c'est bien d'utiliser des frameworks dont le standard est déjà sécurisé de base, quoi. Après, vous avez tout un tas d'outils de type firewall à l'intérieur de Spring Boot sur les routes qui peut être assez complexe à mettre en place et surtout pas forcément évident à comprendre, quoi. Mais bon, la sécurité informatique, c'est pas un sujet très simple, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, très prochainement, oui. Cette transition, Philippe, cette transition. Incroyable. Oui, je voulais aussi préciser sur l'authentification qu'on pouvait ajouter tout ce qui va être des règles sur des routes. Donc dire qu'on a le droit, si on est authentifié dans ce mode-là, on a le droit à accéder à telle ressource API. Et à l'inverse, si on est connecté suivant le mode d'authentification, on peut dire non, tu n'as pas le droit d'aller consulter cette ressource, donc c'est intéressant. Ok. Du coup, c'est un module que vous recommandez quand on a des choses comme ça à faire. Pour moi, il est indispensable. On peut pas, indispensable. On peut pas tout recréer, comme disait Philippe, avec toutes les couches de sécurité, tous les problèmes qu'on a. Chaque année, on a des nouveaux problèmes de failles de sécurité, donc on laisse la part d'authentification, c'est eux qui font leur mise à jour, et si jamais il y a une faille, c'est eux qui corrigent la faille, et nous, on n'a pas besoin de toucher à toute la mécanique derrière. On n'est pas obligé de faire une authentification complexe, ça peut être de l'authentification basique, mais il y en aura besoin de toute façon, donc il faut l'inclure. Donc il faut l'inclure dès le départ. Ok, on va parler d'un autre module dont on avait parlé d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps dans un Axo Lab ici chez Axopen, c'est Spring Batch. Nathan, je vais te laisser le présenter puisque c'est déjà toi qui nous l'avais présenté la dernière fois. On a aussi Antoine qui l'avait présenté. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'on avait aussi Antoine. J'ai participé à cette formation. Du coup, Spring Batch, c'est un module qui fait partie du framework Spring. Pas particulièrement de Spring Boot, mais il peut être facilement intégré dedans. Donc si on se base plus sur du Spring Boot, c'est très pratique pour faire des traitements sur des grosses bases de données et sur des grosses données. Et ça permet également typiquement de faire ce traitement de asynchrone. Donc pouvoir libérer rapidement la session HTTP et pouvoir avoir typiquement via des WebSockets un rendu en temps réel de ce qui se passe et pas être embêté. Et il y a plein d'outils qui sont proposés avec, typiquement pour faire de l'historisation, ou ce genre de choses très pratiques pour une API. Et c'est quelque chose que, en quelques lignes de code, en 3 lignes de code, on peut spécifier un endroit, comment on va stocker les batchs, comment on va aller explorer le stockage. Enfin, c'est assez simple, il ne faut pas des millions de lignes de code. Et c'est vrai que c'est un des avantages de Spring Boot, c'est que il y a le problème des boîtes noires, il y a pas mal d'abstractions, mais ça peut aider le développeur. Et on peut faire plein de choses assez rapidement. Ouais, on peut faire plein de choses assez rapidement, mais c'est vrai que pour comprendre tout Spring Boot, c'est très complexe et il y a beaucoup de boîtes noires. Ouais. En fait, on peut faire rapidement quelque chose, et si on essaie de comprendre, on peut faire encore plus. Mais je pense que très rapidement, on peut commencer à avoir quelque chose d'intéressant, et au final, plus on va se mettre dans Spring Boot, plus on va comprendre que tout est lié, qu'il y a des configurations qui sont faites, etc., et qu'on peut tout intercepter à peu près. Et donc, on peut faire des trucs très simples, mais aussi très compliqués, je pense. Spring Batch, pour revenir dessus, vous avez un exemple concret de mise en place dans l'un de vos projets ? Typiquement, de la migration de données à partir d'un fichier. Si on veut typiquement lire un fichier sur un serveur FTP tous les jours pour récupérer des informations, avec un Spring Batch, on peut le faire rapidement. Je pense qu'il y a directement dans les classes fournies dans la librairie, on a déjà les outils pour lire un fichier sur du FTP. Donc à mettre en place, c'est très rapide, et si on veut alimenter notre base de données avec une logique par rapport à ce qu'on lit dans le CSV, c'est très facile à faire. Il faut savoir qu'on peut lancer les batchs de différentes façons. Une des plus utilisées, c'est les tâches scheduled. Donc on peut dire, on peut lancer un traitement de nuit typiquement pour pas planter l'application ou pour pas ralentir le serveur la journée. On fait de nuit et comme ça se passe bien et tout le matin revient comme il faut. Normalement. Attention, mauvaise surprise. C'est ça. Ok, un autre module, les WebSockets, Romain ? Alors les WebSockets, ça permet en fait d'avoir une connexion qui reste ouverte entre le serveur et le client. Parce que normalement, dans une requête HTTP standard, à la fin de la requête, la connexion elle est fermée et on en ouvre une autre. Et les WebSockets, ça permet d'avoir une communication, donc le serveur a la possibilité de dire quand un traitement est fini.
Donc c'est souvent à ça que ça sert. Et c'est pas mal quand on doit générer des fichiers, par exemple, pour dire quand la génération est finie et quand le client a la possibilité de download le fichier. Et ouais, c'est dans la même veine que les autres briques, c'est beaucoup de configuration. Et ça se passe assez bien une fois qu'on sait à peu près ce qu'on fait. C'est très pratique. Complexe à prendre en main ce module ou... Bon, pas plus complexe que les autres, je dirais. Ça reste... C'est un peu comme du REST au final. On a juste à créer des points d'entrée. C'est des routes classiques, HTTP classiques, sauf qu'au lieu d'envoyer un appel REST, on envoie un appel WebSocket, on ouvre la socket, et en fait le serveur peut communiquer avec le client, alors que sur un appel REST, c'est que le client qui peut communiquer avec le serveur, et le serveur répondre. Donc ouais, comme il disait, c'est très utilisé pour signaler au client que le serveur a fini un traitement, ou par exemple pour les chats, c'est beaucoup utilisé pour les chats, pour dire de nouveaux messages, etc. Mais c'est globalement exactement pareil. Niveau configuration Spring Boot, c'est comme du HTTP, du REST controller, comme disait Nathan tout à l'heure. D'accord. Et j'en avais un autre mode chat, ça me fait penser aussi à tout ce qui est du coup communication et envoi de mail. Il y a un module aussi qui est prévu sur Spring Boot là-dessus. Romain. Ouais. Et oui, qui marche très très bien. Ça permet juste simplement d'envoyer des mails. Et ça fait le boulot comme il faut. C'est impeccable. Ouais, t'as la possibilité de te connecter donc que par du paramétrage à l'intégralité des. Alors l'envoi de mail, ça se fait par protocole SMTP, et du coup il y a la possibilité de se connecter avec n'importe quel fournisseur d'envoi de mail, que ce soit du AWS, du Gmail, n'importe quel fournisseur, quel que soit, ce soit du SSL ou pas, vous pouvez tout configurer. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça, et vous traitez dans votre applicatif que de la notion de message et d'envoi de message. On configure le serveur SMTP, et après c'est .send mail, et puis c'est parti, quoi. C'est parti, un mail. Ouais, du coup c'est assez même pour ajouter des pièces jointes et tout, c'est assez facile. En vrai, c'est l'avantage de Spring Boot, c'est que, comme on va le répéter, mais ouais. c'est qu'il y a beaucoup de simplification, et c'est vraiment pas mal. C'est beaucoup de configuration. Ouais, il faut comprendre ce qu'on fait un petit peu. Par exemple, le SMTP, on peut se dire qu'est-ce que c'est qu'un serveur SMTP, comment on fait un serveur, etc. Mais une fois qu'on a compris et qu'on configure... Il y avait aussi un autre module dont on voulait parler aujourd'hui, c'est du module Aspect. Arthur, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, alors il me semble pas que ce soit un module Spring Boot, c'est du Java natif. Philippe me corrigera si c'est... Exactement. Voilà. Mais j'avais utilisé pour un projet, il est aussi configurable, donc il y a une surcouche, on va dire, Spring Boot, qui permet de le configurer très rapidement. Et en fait, globalement, ça sert à créer des point cuts, donc en fait, à intercepter n'importe quelle méthode, n'importe quelle route, n'importe quelle en fait action Java. On va pouvoir intercepter et faire des actions avant ou après une méthode. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, on a une route qui va permettre de renvoyer les informations de l'utilisateur quand on appelle un appel REST. Et ben on va pouvoir créer un point cut donc avant cette route pour effectuer une méthode, et on va pouvoir modifier possiblement les paramètres qui seront envoyés à cette méthode, annuler l'appel de cette méthode, et on va pouvoir faire ça pour avant la méthode, après la méthode, autour de la méthode. Et donc on va créer des point cuts en fonction d'expressions Java, et donc on va pouvoir littéralement intercepter tout et n'importe quoi. Alors c'est exactement ça, mais il faut faire attention parce que c'est déjà hyper dangereux de le faire. Niveau performance, ça doit pas être fou. Niveau performance, c'est pas foufou, et en plus c'est très compliqué à débugger parce que derrière on ne peut pas le lire. C'est-à-dire qu'en fait il faut savoir que ça existe parce que c'est fait ailleurs, donc c'est à utiliser sous réserve avec parcimonie, et sous réserve de maîtriser ce qu'on fait. C'est ça. Personnellement, je l'avais utilisé pour des logs, donc qui permettaient de loguer tout ce qui était appel REST, donc je l'avais mis avant toutes mes routes, et en fait je loguais ce qui était arrivé en entrée. Mais pour modifier les méthodes, il faut faire attention parce que vu que c'est une expression Java, en fait, on peut faire une expression sur le nom de la méthode, ce qui devrait pas. Enfin, normalement, quand on fait du code, les noms de méthode n'importent peu. Et là, on peut créer en fait une expression sur le nom de la méthode, mettre des expressions régulières, donc des étoiles, etc. Et donc, on peut intercepter vraiment tout et n'importe quoi sur des noms, des types de méthodes, même qui retournent des strings et tout. Donc c'est extrêmement puissant, mais oui, à utiliser... Est-ce que si vous ratez sur votre point cut, vous pouvez targeter n'importe quelle méthode de Java pure, et ça lag à mort, donc à utiliser avec parcimonie. Exactement. Attention. Mais si jamais vous voulez faire des trucs un peu précis, par exemple pour les logs... Ne faites pas ça à la maison. Voilà, c'est ça. Soyez avec un professionnel. Mais oui, ça peut être très très pratique pour des actions précises et cloisonnées, on va dire, un peu spécifiques. Ça marche. Et dernier module dont on va parler aujourd'hui, c'est de Spring Cloud. Du coup, comment ça se passe avec tout ce qui est AWS, Azure ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà testé ou...
Alors, il y a des modules d'intégration qui permettent de l'intégrer directement dans les grosses plateformes de type Azure. Après, généralement, aujourd'hui, le déploiement tel qu'il est pensé de Spring, vous avez plusieurs manières de le faire. Soit vous faites un seul exécutable Java que vous allez exécuter au sein d'une JVM qui va aller même s'exécuter sur une machine virtuelle et sur un environnement de cloud. Après, aujourd'hui, c'est pas trop la mode. La mode, c'est plutôt passer par des conteneurs de type Kubernetes ou des conteneurs, différents types de conteneurs. Et du coup, dans Spring Cloud, vous avez la possibilité de faire ce packaging-là pour que ce soit packagé comme ça. Et vous avez aussi la possibilité, ce qui est on n'abordera pas ici, mais qui est très compliqué, c'est dans un environnement distribué dans le cloud, c'est très compliqué d'aller récupérer la bonne configuration pour les applications. Et du coup, c'est ces problématiques-là qui sont taclées dans Spring Cloud avec la distribution de la configuration, où est la base de données, comment récupérer la base de données, compagnie, qui sont des problèmes qui peuvent pas paraître complexes quand on a une seule base de données et une seule application, mais quand vous distribuez une application dans du cloud ou en multi-zone, c'est très, très, très compliqué à gérer. En tout cas, ça permet de faire ce genre de choses. D'accord. Si avant de conclure sur Spring Boot, on va faire un dernier tour d'horizon. Pour vous, c'est quoi les principaux avantages à utiliser Spring Boot ? Pourquoi est-ce que vous aimez ? Après, on fera les inconvénients, bien évidemment, mais quels sont pour vous les gros points positifs dans l'utilisation de Spring Boot pour les projets ? Antoine ? La simplicité. Ça, je crois qu'on aura... Non, mais comme on l'a dit, en fait, c'est facile à démarrer, facile à mettre. Il y a beaucoup de configurations, mais une fois qu'elle est faite, facile à ajouter de nouvelles choses. Après, pour du basique, pour aller plus loin, ça prendra un peu plus de temps, mais pour un starter de base, c'est très très bien. Parce que finalement, on peut quand même faire des choses bien complexes avec Spring Boot quand on... Oui, je pense qu'il faut pas, quand on dit que c'est simple, faut pas dire que c'est fait pour faire des applications simples. C'est vraiment pour faire n'importe quel type d'application très compliqué, mais ça a l'avantage d'être assez simple à utiliser. C'est ça. Comparé à, par exemple, je prends un Node.js qui est aussi simple, mais qui est plus dur à mettre en place sur des applications très lourdes et très grosses. Et puis dès que vous avez fait 5 classes, vous comprenez plus rien. Voilà, c'est ça. Et, on a moins d'outils aussi qui permettent d'abstraire tout ça. Je pense que l'avantage de Spring Boot, c'est que c'est simple, mais en même temps, ça peut être très puissant et c'est scalable à l'infini quasiment. On peut avoir une énorme application, il n'y a aucun souci. Et c'est sa simplicité, mais en même temps, pouvoir tirer parti de toute la puissance de Java et de tout ce qui a été fait avant, quoi. Et côté inconvénient, est-ce qu'il y a des choses à redire ou peut-être des choses à améliorer ? C'est trop magique des fois. C'est une boîte noire pour beaucoup de choses. Ouais. Quand on essaye d'essayer de tordre un peu le système, qu'on sait pas trop ce qu'on fait, on sait pas trop où on va, souvent on tombe sur des choses qu'on comprend absolument pas et ça prend du temps de bien comprendre, de tout poser, de remonter jusqu'à la source et de chercher dans la doc comment configurer correctement. C'est assez compliqué. Débugger aussi, c'est pas évident. Parce qu'en fait, on passe rapidement d'une fonction qui a d'un fichier à un autre fichier, à un autre fichier, à une fonction Spring Boot qui est au fond d'un fichier binaire, etc. Donc débugger, c'est pas évident. Et oui, la magie. Je dirais que c'est un peu le défaut de tous les frameworks haut niveau, c'est-à-dire que plus vous êtes haut niveau dans la stack d'abstraction, plus c'est compliqué de comprendre ce qui se passe, quoi. Donc il faut des bons développeurs. Voilà. Il y en a plein autour de cette table. C'est pour ça qu'on adore Spring Boot. Parce que pour nous, c'est pas compliqué. C'est exactement nous, en fait. Ah oui, on parlait pour les autres. Ouais, le petit mot de la fin, du coup, Spring Boot, on recommande pour les projets ? Oui, oui, clairement. De toute façon, c'est déjà très très utilisé. Hein. Beaucoup d'applications l'utilisent, de toute façon. Donc il faut continuer. Ouais, il a rien à prouver à mon avis. Ça marche. Bon, merci du coup pour ces éclairages sur Spring Boot. On va passer à la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Philippe, tu avais quelque chose à nous partager aujourd'hui. Moi j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Il fait toujours des coups de mitigés. Parce que c'est deux technos et qui font la même chose et du coup je trouve ça plutôt pas mal. Il y a, je sais pas si vous connaissez on a peut-être déjà parlé de Chocolaté, qui permet d'installer des packages sous Windows de manière standardisée. C'est-à-dire vous tapez Choco install et vous tapez un peu comme un gestionnaire de paquets que vous retrouvez sous Linux. Et du coup ça marche tellement bien que moi je trouve ça fantastique, mais surtout que Microsoft a décidé de développer un propre gestionnaire de paquets. Ils se sont rendus compte après 30 ans qu'en fait tout le monde voulait faire un Choco install ou un apt-get install pour installer des choses. Ouais. Et du coup ils vont en sortir un. Donc c'est un coup de cœur pour cette Chocolaté et un coup de gueule pour Microsoft parce que franchement ils pourraient le faire il y a 10 ans, quoi. Oui. Mais c'est Microsoft, ils ont toujours un petit train de retard. Ils n'ont pas juste essayé de racheter Chocolaté ? Je sais pas, je crois pas, non. Parce que ça serait plus pratique pour eux. Et vous l'utilisez, vous ? Non, non, pas du tout. Je vous conseille parce que ça met des mises à jour de tous les packages bash. Moi je l'ai utilisé dans tout maintenant et c'est vrai que c'est top, quoi. Ouais, ça manque un gestionnaire de paquets Windows quand même. Je vous conseille. Mais du coup, ça marche comment ? Ça le rajoute directement au pass Windows, en fonction des designs d'install, ça les met dans différents répertoires, ça les installe bien, ça les met à jour tout seul, ça les supprime et tout. Okay. Et t'as vraiment tout dedans. Moi, il y a pas on peut installer même les librairies Java, on peut installer Notepad++, on peut installer Eclipse, on peut installer
des beavers, enfin tout ce que vous pouvez trouver dans un environnement de dev. Et t'as des fichiers de description de package pour avoir un peu comme un package.json ou pas? Non, c'est plus proche C'est plus de APT. c'est plutôt proche de APT, quoi. Tu fais D'accord. un APT search et tu cherches ton truc. Ok. Et du coup, les repos sont mis automatiquement par Chocolate. T'as pas besoin chocolaté. Alors, je sais pas exactement comment c'est géré en interne, mais en tout cas, à chaque fois, c'est mis à jour tout seul. T'as tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Donc, moi, je vous le recommande. En tout cas, ça simplifie grandement l'installation du logiciel. Okay. Et après, tu peux garder ton petit fichier avec tous tes installs. Et si tu prends un nouveau poste, tu peux mettre ton fichier et tu redescends tous tes logiciels, quoi. Donc, amazing. Trop bien. C'est juste un Linux sur un Windows, en fait. C'est ça. Bah, là, on a bientôt un kernel Linux, donc on est bien. C'est dans l'optique de Microsoft de faire de l'open source. De toute façon, ils sont de plus en plus en train de s'y mettre, donc c'est pour ça qu'ils font ce genre d'outils. Ouais. Bon merci du coup pour ce partage Philippe. Et puis du coup on arrive à la fin de notre podcast. Donc je vous remercie à tous pour avoir participé aujourd'hui et puis à vous aussi de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve à tout bientôt pour un nouveau podcast. Salut. Bye bye. Salut. Ciao.